attends frère, refait, il n'y a pas assez de oh ma pauvre, oh peu cher, non? Oui, je me suis fait défoncer, oui, mais j'ai défoncé en retour. Bref, on va pas rester sur ça. Putain, ma reine, ta lèvre. Oh, ben oui, j'ai combattu et j'ai pris un coup. Et j'avais qu'à mieux me protéger. Voilà à quoi sert la protection. La garde est une protection. Un casque est une protection. Quand on utilise des protections, c'est pour se protéger. Ma garde était censée me protéger. Je l'ai mal positionnée. Je me suis fait éclater la bouche. Voilà. Et avant de combattre, il m'a dit, je vais te faire fermer ta gueule. Je lui ai dit, je vais te mettre KO. Et ben, écoute, il m'a fait fermer ma bouche pendant 2 jours et je l'ai mis KO. Et écoute, voilà. Alors, maintenant, mes frères et mes sœurs. Alors, ce que j'ai fait avec, du coup, je sais même pas si je dois appeler ça un pédophile maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Mon Dieu. Ah ben oui, il est pédophile à vie. Oui. Oui, mais il est plus attiré par une catégorie. Oui, mais il est quand même pédophile, oui. Oui, je sais. Il est peut-être sur la voie du soin, mais il sera jamais sur la voie de la guérison, c'est ça? Mais en fait, quand est-ce qu'ils arrêtent d'être pédophiles? Jamais? Ben, on ne peut pas guérir un pédophile. Ça veut dire qu'il restera pédophile toute sa vie. Mais on peut le soigner. Et s'il est soigné, il n'agira pas. Mais la récidive, elle se passe comment? Eh bien, écoute, j'apprends à le soigner. Je sais pas non plus qu'est-ce que ça fait à la fin. Hein. Attends, doucement. Un stress trop intense. Une période de vie de famille ou de situation de famille catastrophique. La naissance d'une enfant. D'un enfant, fille ou garçon, selon son attirance. Ouais, donc il peut avoir des rechutes. Oui, il peut régresser, d'accord. Ok. Non, j'ai capté, c'est bon. Ça veut dire même s'il a une vie totalement normale avec une femme, avec un fils et tout le reste, s'il a la venue d'une fille, ça peut reprendre. Si au final, il est dans une situation de stress ou de nerfs intense, ça peut reprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas être guéri. Il peut être soigné, mais pas guéri. D'accord, c'est pour ça que je dois le préparer en cas de rechute, de pouvoir justement gérer lui-même la situation. Comme pour ma sœur schizophrène, mais pas dans le même contexte, c'est pas le même mal. D'accord, donc là, il peut pas être sur la voie de la guérison parce qu'à la moindre situation dans sa vie, il peut passer à l'acte sur un enfant, c'est ça? Oui, c'est le contrôle de lui-même après. Mais en clair, c'est ça, c'est pour ça qu'il peut pas être guéri. Ça veut dire que même s'il mûrit sexuellement, le moindre problème dans sa vie peut lui faire ressortir le problème. D'accord, c'est pour ça que plus j'utiliserai l'hypnose et l'auto-hypnose sur lui, plus au moment il saura le gérer, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai capté. Non, je me posais la question en fait. Parce que c'est vrai qu'on est au début de la thérapie, mais à la fin de la thérapie, il sera plus attiré par les enfants, mais il ne sera pas guéri pour autant. Une rechute peut être possible à tout moment. Tout dépend de ce qu'il peut vivre. Un choc émotionnel trop intense, ça peut lui faire repartir sa pédophilie. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne peut pas être guéri. Mais en étant soigné, il peut gérer sa pédophilie tout au long de sa vie sans aucune rechute. Mais une rechute est possible, c'est pour ça qu'il ne peut pas être guéri. D'accord. Bon, je reprends. Alors, le truc, c'est que vous avez suivi la conversation, donc ça, c'est fait. On a commencé par une thérapie visuelle
Ça veut dire des écritures, des messages subliminaux qui apparaissent dans... En fait, c'est un panorama de photos, d'images, de messages, donc voilà, qui est vu, mais à une vitesse très rapide et qui revient. Donc c'est en boucle, tu as les images comme un diaporama, donc voilà, d'une façon assez rapide. Et ton cerveau, à force de voir les images, eh ben, les enregistre. Donc c'est comme un lavage de cerveau par l'image. Les photos des enfants sont cachées par justement, le corps de l'enfant n'est pas dénudé. Et le visage de l'enfant est marqué d'un symbole interdit. Donc au final, dans son esprit, dès que les photos des enfants de cet âge-là sont cachées avec un interdit sur le visage, ça lui dit au final, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Plus les messages subliminaux avec il est interdit de toucher un enfant, tu n'as pas le droit de toucher un enfant ne se touche pas. Donc voilà, et plein de messages comme ça, et tout en diaporama, envoyé à un rythme régulier et répétitif. Il y a juste les images, donc voilà, qui changent au fur et à mesure, et qui reviennent, donc voilà, jusqu'à ce que l'enfant représente une interdiction et il s'en détourne totalement. Et au fur et à mesure, l'âge augmente et il mûrit sexuellement. À côté de ça, tu as aussi l'odeur. Parce que l'odeur d'un enfant, c'est une odeur neutre. Ça n'a pas d'odeur, en fait, un enfant. C'est pas comme nous, les femmes, où on va mettre du parfum. Donc, pour l'attirer vers une odeur un peu plus mature, il faut justement pas une odeur neutre d'enfant, mais une odeur jeune, de jeune fille en odeur. Donc, du coup, diffuseur de parfum, avec un parfum qui fait adulte quand même, mais qui fait très jeune fille. Du coup, c'est pas un parfum de femme trop mature et c'est pas un parfum d'enfant. Donc, il y a aussi la thérapie olfactive qui marche. Donc, quand il y a la thérapie, il y a le diffuseur en même temps qui diffuse une odeur de parfum. Donc, ça va l'attirer vers des femmes qui portent du parfum et non pas vers une odeur d'un parfum d'enfant ou d'une peau d'enfant. Donc, c'est vraiment pour l'attirer sur une autre sphère, sur une sphère beaucoup plus mature que sa sexualité à l'heure actuelle. Donc, il faut le faire mûrir sexuellement. C'est très compliqué. Alors, mon sexologue, comment on fait mûrir sexuellement un adulte qui est pédophile? Tout simplement en lui mettant les interdictions et en lui répétant les interdictions. Plus l'interdiction va rentrer dans son esprit, plus il va s'en détacher. Et les photos qui n'ont pas la même interdiction, il va s'en rapprocher. Ça veut dire qu'au départ, la première semaine, c'était des enfants de 6 à 10 ans. On est passé à la deuxième semaine aux enfants de 6 à 10 ans et de 10 à 14-15 ans. Et en fait, là, à l'heure actuelle, il est attiré par des jeunes filles de 14 à 17 ans. Comme beaucoup d'hommes dans la société qui ne sont pas pédophiles pour autant. Ça veut dire c'est une adolescente. Il est plus attiré par les ados que par les enfants. Alors que 15 jours en arrière, c'était les enfants qui l'intéressaient. Tu lui mettais la photo d'un enfant de 6 ans, il s'excitait. À l'heure actuelle, tu lui montres la photo d'une enfant de 6 ans, même en maillot de bain, il n'y a plus aucune excitation. Ni physique, ni tu le ressens, il n'y a plus aucune excitation. Par contre, les enfants de 6 à 10 ans, l'excitation a continué sur des enfants de 10 à 14 ans. Donc, en fait, 10-14 ans, il a commencé à être attiré par ces jeunes filles-là. Sauf que c'est toujours trop jeune pour lui. Il a 25 ans. Donc, en lui mettant l'interdiction aussi de cette tranche d'âge, au final, à la fin de la thérapie de la semaine, il est intéressé par des personnes plus âgées. Parce qu'au final, il sait que les petits de 6 à 10 ans, c'est interdit, croix dessus. De 6 à 14 ans, c'est interdit. Par contre, là, il est dans une période sexuelle de 14 à 18 ans, on va dire. Donc, il se rapproche plus d'une sexualité, on va dire, normale d'un adolescent ou d'un jeune majeur. Sauf qu'il a quand même 25 ans, il a passé le stade de jeune majeur. Donc, on continue la thérapie, mais par contre, là, c'est lui de son côté et moi du mien. On n'est plus en permanence ensemble. Donc, du coup, la thérapie... Il a toujours les enfants de 6 à 10 ans qui lui sont interdits.
de 10 à 14 aussi. Et là, j'ai mis de 14 à 17. Donc, de 14 à 17, on a commencé cette semaine sur l'interdiction de ces enfants-là. Et normalement, ils devraient se rapprocher d'une jeune fille majeure. Bien sûr, il est plus attiré par les enfants, mais comme Dieu m'a rappelé, il ne sera jamais guéri. Une rechute peut être possible à tout moment. Donc c'est pour ça que ça va être un contrôle de lui-même en permanence, même dans les situations les plus dramatiques. Il perd sa mère, sa tendance pédophile peut ressortir. Sa femme le quitte, sa tendance pédophile peut ressortir. C'est ça il sera jamais guéri. Mais par contre, il peut être soigné. Ça veut dire apprendre à gérer ses pulsions, apprendre à gérer justement quand il est dans un état émotionnel important, de savoir ne pas régresser, mais justement rebondir. Donc ça va être au fur et à mesure de la thérapie. Donc voilà, là on y a ajouté maintenant l'hypnose et l'auto-hypnose. C'est pour ça que je peux le faire à distance. Je pouvais pas le faire au départ parce qu'il fallait mettre de la thérapie visuelle, olfactive et auditive parce que j'ai pas fait avec ma voix. J'ai fait avec la voix d'un homme. Vu que c'est un homme, j'ai choisi la voix d'un homme. La voix d'un homme, je lui ai demandé d'écouter des voix et de se rapprocher de plus de la voix de son père. Donc, il a choisi une voix qui était à peu près similaire à la voix qu'a son frère. Donc, du coup, quand il entend cette voix, lui donner des ordres, c'est comme si c'était son père qui lui donnait des ordres. Par contre, il a un problème avec la mère. Ça, je l'ai vu de suite. Mère castratrice. Faut pas s'étonner qu'il est devenu pédophile. Voilà. Mère castratrice. À vouloir garder son enfant pour elle et ne pas vouloir qu'il ait des petites copines, eh ben, au final, il en a fait à 25 ans un pédophile. Ben oui, je vous ai dit, hein, à un moment donné, d'empêcher vos enfants d'avoir une vie avec d'autres enfants, ce n'est pas bon, c'est la découverte d'un enfant. Quand tu le prives de ça, il n'avait pas de copine, pas de petite copine à la maison, pas de copain, la mère, elle a complètement... voilà, étouffé. Et ben voilà ce qui arrive. Quand aussi ta mère te lave les parties génitales jusqu'à l'âge de 10-12 ans, il y a un problème aussi. Voilà. Donc il faut, je lui ai dit, hein, le problème ne vient pas de toi. Voilà. Le problème, c'est que quand il a commencé, un enfant à 6 ans, il commence à penser, à avoir des souvenirs, à avoir de la mémoire. S'il est attiré à la base par des jeunes filles de 6 ans, c'est que son immaturité sexuelle a commencé à l'âge de 6 ans. Tout simplement. Donc, à l'âge de 6 ans, sa mère est devenue hyper protectrice, hyper castratrice, continuer de le laver alors que normalement un enfant de 6 ans se lave tout seul. C'est vraiment, moi j'appelle ça une mère castratrice. C'est pas une mauvaise mère parce qu'elle a pas battu son enfant, elle a pas maltraité ni quoi que ce soit, mais elle a castré. Et du coup, eh ben, elle a empêché son fils d'avoir des relations avec d'autres enfants de son âge normal. À 6 ans, c'est là où tu apprends le bisou-bisou à l'école. Il n'a jamais pu faire de bisou-bisou à l'école. Avec une mère castratrice, il n'a pas pu. Donc, tu peux pas prendre la voix de la mère pour faire l'autorité. Tu es obligé de prendre la voix du père, du coup. Donc, il y a des messages subliminaux, puisqu'il a un casque sur les oreilles, avec à certains moments des messages subliminaux qui lui sont envoyés. Il a le visuel à l'écran avec les photos qui défilent, les messages subliminaux écrits qui défilent. Et il a l'olfactif, l'odeur à côté. Le tout mélangé, donc voilà. Et je lui ai fait aussi la thérapie manuelle. Un soutien-gorge et un string. Les enfants de 6 ans ne portent pas de soutien-gorge et de string. Voilà. Et il m'a dit, c'est pas mal un soutien-gorge, c'est bien conçu quand même. Frère, quand même, j'ai réussi à faire kiffer un soutien-gorge à un pédophile. C'est quand même grave. Normalement, il préfère les petites brassières, les petits soutiens-gorge pour adolescents. Là, je lui ai pris un soutien-gorge de femme. Oui, mon Dieu. J'ai géré. Eh, écoute, moi j'ai peur à la rechute. Est-ce que je serai gérée s'il fait une rechute? Pourquoi veux-tu qu'il rechute?
C'est vrai que les autres, ils n'ont pas rechuté jusqu'à présent. Mon craqué ne touche plus au crack. La première schizophrène que j'ai suivie a une vie totalement normale. Elle vient d'avoir son premier enfant. Même pas de baby blues, rien du tout. Tout est parfait. Tout est nickel. Et la deuxième schizophrène, eh ben, elle commence à sortir de... Ah ben, elle n'avait pas le droit de permission de l'hôpital. Et elle a des sorties. En journée, elle peut sortir pendant 2-3 heures, aller faire les magasins et tout le reste. Ça fonctionne. Et c'est vrai, il n'y en a aucun qui a régressé pour le moment. Je sais que c'était thérapie. Normalement, ça fonctionne et il n'y a pas de régression. C'est pour ça que je dois les transmettre. Eh, ça fait bizarre, je te jure, honnêtement. Ouais, t'as raison. J'ai l'impression d'être un professeur qui teste une expérience. C'est bizarre. Mais je sais que c'est le seul moyen après pour transmettre cette thérapie-là pour que les autres thérapeutes puissent l'utiliser en thérapie. Je peux pas soigner toute l'humanité entière. Hein. Il va me falloir tous ceux qui sont dans le milieu médical pour pouvoir le faire. C'est pour ça on me dit la sauveuse. Je peux pas sauver l'humanité. L'humanité se sauvera elle-même. Aucun être humain seul sur cette planète n'a le pouvoir de sauver l'humanité ou de guérir l'humanité. On le peut ensemble. Ben moi, tu me transmets la thérapie. Je peux pas la transmettre tant que je l'ai pas testée. Si je l'ai testée que ça marche, je la transmets à eux après de l'utiliser. Donc on peut soigner un pédophile. On ne peut pas le guérir, mais on peut le soigner. En utilisant cette thérapie olfactive, visuelle, sensorielle, message subliminal dans les oreilles, à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment la connexion cerveau, œil, oreille, sens. Tu travailles sur les sens en fait. Et après, tu y rajoutes l'hypnose. Ben là, pour le moment, il est en hypnose. Il n'est pas prêt encore pour savoir utiliser l'auto-hypnose, je sais. Donc ça, c'est la phase suivante. Lui apprendre à gérer lui-même sa thérapie. Ben déjà, il y a déjà les thérapeutes, puisque pendant 15 jours, ils ont été avec moi pour ça. Il y a un psychiatre, un sexologue et un hypnothérapeute. L'hypnothérapeute, c'est celui de la schizophrène. Le psychiatre, c'est celui qui a travaillé aussi avec la schizophrène. J'ai pris les deux mêmes. Et après, c'est eux qui ont trouvé un sexologue qui connaissait. Le sexologue, il a été halluciné. Il savait pas qu'on pouvait soigner un pédophile. Maintenant, il sait. Mais il faut que le patient soit volontaire et qu'il ait vraiment envie de changer. Oui, je sais. C'est pour ça, tous ceux que tu m'envoies pour tester, eh ben, au final, ils sont tous motivés et à 100%. Ils veulent plus vivre comme ça. Voilà. Ils sont motivés, ils ont ils ont la volonté. C'est ça, ils ont la volonté. Si t'as pas la volonté, tu peux pas te soigner, tu peux pas guérir non plus. Et quand tu sais que tu pourras jamais guérir, eh ben, essaye au moins de te soigner déjà. Quelqu'un qui est soigné peut vivre totalement normal, même sans être guéri. Mais quelqu'un qui est ni soigné et qui en plus ne pourra jamais guérir, c'est un danger pour la société. Il faut qu'on les soigne. Si on ne peut pas guérir les pédophiles, il faut les soigner. Si on ne peut pas guérir un schizophrène, il faut le soigner. Si on ne peut pas guérir, parce qu'on ne peut pas guérir en réalité un drogué. Oui, je sais, il y a drogué et drogué. Voilà, la toxicomanie, c'est plutôt ça. Parce qu'il y en a qui peuvent se droguer sans être toxicomanes. Tous les drogués ne sont pas toxicomanes. Si tu es capable de te passer de la drogue que tu consommes, techniquement, tu n'es pas un toxicomane, tu es un drogué. Si par contre, tu ne peux pas te passer de la drogue que tu consommes et que tu es en manque, oui, tu es un toxicomane. C'est pour ça que moi, j'arrive à me passer de toutes les drogues parce que je ne suis pas toxicomane en réalité. Je suis drogué. Ça veut dire que moi, c'est la volonté. Voilà, il n'y a que la volonté.
Mais un toxicomane est toxicomane à vie. À la moindre rechute, tu vas reconsommer. Ah, mais mon craqué me l'a dit, hein. Il m'a dit, des fois, j'ai une situation qui me tombe dans la gueule, j'ai envie d'en reprendre, mais l'auto-hypnose m'empêche d'aller en chercher. Ah ben, il utilise l'auto-hypnose sur lui. Eh, tu m'as appris à l'utiliser, je lui ai appris à l'utiliser. Il utilise lui-même l'hypnose sur lui-même. Il n'a plus besoin de moi. Oui, mais il a fallu du temps, ça s'est pas fait en 1 ou 2 mois. Hein. C'est ce que j'ai dit à mon pédophile. Je lui ai dit, c'est pas parce que tu as l'impression d'être attiré par une sexualité plus âgée que forcément tu t'es soigné. Hein. Ça va mettre des mois, voire des années. Hein. Je lui ai dit, ma schizophrène, 3 ans. Elle a une vie totalement normale, mais à la moindre rechute, elle sait qu'elle doit prendre un traitement. Elle a son traitement sur elle en permanence. Eh ben, et je sais, et voilà, à un moment donné, je lui ai dit, là, il est angoissé parce qu'il sait qu'il ne contrôle, ben, mon Dieu, pendant 15 jours, c'est moi qui ai tout contrôlé. Là, il doit se prendre en charge aussi un peu lui-même. Je contrôle, mais à distance. Il n'a plus ma présence au quotidien comme ça tous les jours. 15 jours non-stop avec moi, là, il se sent mais complètement largué, comme si je l'avais abandonné. Je lui ai dit, quand tu reçois l'alerte, qu'est-ce que tu fais? Ma thérapie. Donc tu vois que tu n'es pas tout seul. Il me dit, oui, mais comment tu fais à distance? Je lui ai dit, ben, à distance, j'ai utilisé l'hypnose sur toi. J'utilise un déclencheur et quand j'utilise ce déclencheur-là, ben, ça se déclenche chez toi et tu passes à l'acte, tu prends ton téléphone, tu fais ta thérapie. Donc voilà, je lui ai passé le diffuseur de parfum parce que moi, je m'en sers pas avec le parfum. Dès que il y a le signal, le déclencheur qui se lance, directement, il passe à l'acte. Comme s'il était un robot. Ah, mais j'ai le contrôle sur son esprit, je lui ai dit que quand il y a ce déclencheur, quand ce signal de déclenchement s'opère, son cerveau qui est sous hypnose permanente, tant que je retire pas mon influence sur son esprit, techniquement, il est toujours sous mon influence. C'est pour ça que quand je vais lui apprendre à utiliser l'auto-hypnose, je vais détacher mon influence pour le laisser lui influencer lui-même son esprit. Je lui ai expliqué, mais je lui ai dit, ça va prendre du temps. Il me dit quand je te sentirai prêt. Ah, il n'est pas prêt pour utiliser l'auto-hypnose. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus rassuré sur lui-même, qu'il se fasse beaucoup plus confiance. Tant qu'il est dans le doute, il ne pourra pas. Ah, ma schizophrène l'a bien compris, oui. Dès qu'elle s'est fait confiance, elle n'a plus eu besoin de moi, elle a su utiliser l'auto-hypnose toute seule. Moi, j'ai relâché complètement l'influence que j'avais sous son esprit. Ah, mais je sais que le pouvoir que je possède, il peut faire des dégâts aussi. C'est pour ça que j'essaye de pas influencer trop leur esprit trop longtemps. Dès que je les sens pris, je passe à l'auto-hypnose à chaque fois. Vaut mieux qu'ils s'hypnotisent eux-mêmes plutôt qu'ils soient sous mon influence. Mais pour mettre en place le soin, c'est obligé. Ah ben, l'hypnothérapeute qui travaille avec moi maintenant a compris la technique. Il me dit, ça fait flipper quand même. Ben, il utilise une hypnose légère. Lui, il a toujours fait pour arrêter de fumer ou pour voilà, pour arrêter de boire, pour des problèmes de stress. Il a toujours utilisé une hypnose très légère.
Là, c'est une hypnose complète. Ça veut dire que c'est du lavage de cerveau quasiment. Tu contrôles complètement l'esprit de ton patient. Il est complètement sous ton contrôle. Tu pourrais le faire tuer n'importe qui. Hein. Tu lui dis, je veux que tu tues tous tes voisins. Il commet un massacre dans son quartier. C'est pour ça que je lui ai bien fait comprendre. Il me faut un hypnothérapeute quand j'utilise cela pour comprendre comment ça fonctionne, sans transmettre la technique en public. Je peux pas transmettre. Mon Dieu, imagine, je transmets cette connaissance-là, ce savoir-là. Mais n'importe qui peut influencer l'esprit de son voisin. Donc voilà, tu t'imagines? Là, le mal, il peut se propager à une vitesse grand V. Hein. Ah, là, c'est levé comme Vendetta. Là, c'est la folie au sommet du monde. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a que les hypnothérapeutes qui doivent savoir utiliser cette technique. Ça doit être fait dans un domaine médical. Je prends pas un hypnotiseur. Je prends un hypnothérapeute. C'est dans le cadre d'une thérapie, mon Dieu. Mais tu t'imagines quelqu'un qui a l'esprit tordu, mais il prend le contrôle d'un être humain avec ce savoir que je possède, moi. Heureusement que je contrôle. Ah, mais il n'y a pas tout le monde qui aura ce savoir-là entre les mains. Que ceux qui sont qualifiés pour pouvoir l'utiliser. Un hypnothérapeute est un thérapeute. Un psychiatre est un thérapeute. Un sexologue est un thérapeute. C'est dans le cadre d'une thérapie. Un hypnotiseur est un charlatan. S'il veut faire le mal, il peut faire le mal. Il n'a pas prêté serment d'Hippocrate. J'ai compris le serment d'Hippocrate. Ah, quand tu prêtes serment d'Hippocrate, tu prêtes serment. Tu t'engages. C'est comme si tu vendais ton âme. C'est comme moi avec mon serment de chasteté. J'ai prêté serment. Jusqu'à la fin de ma vie, je resterai chaste. C'est un serment. C'est un engagement. Tu peux pas revenir sur un engagement comme ça. C'est un code de conduite. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas dans le monde du médical n'a pas ce code de conduite. Si le serment d'Hippocrate existe, c'est pour une bonne raison. Pour te rappeler toujours de l'éthique d'un médecin. On ne fait pas n'importe quoi avec un humain. Ben, je crois que le sexologue a compris ce que ça veut dire immaturité sexuelle. Parce que au début, il a vu qu'il était attiré par des enfants de 6 ans. À la fin, 15 jours après, il était attiré par des adolescentes. L'immaturité sexuelle, c'est ça. Il a 25 ans, il est encore en immaturité sexuelle. Mais il se rapproche plus d'une sexualité d'un adulte plus ou moins normal. Combien d'hommes de 25 ans se tapent des gamines de 17 ? Ils sont pas pédophiles pour autant. Voilà. Mais à un moment donné, ça rapproche. Bon, il faudrait plus un majeur, ça serait mieux. Mais déjà, comparé à 6 ans, c'est vrai qu'il a fait du progrès. Hein. Il a progressé. Le sexologue a compris immaturité sexuelle. Il faut le faire mûrir sexuellement. Et ça se fait pas en allant aux putes. Hein. Il m'a dit, moi je lui aurais plutôt conseillé d'avoir des relations sexuelles avec des femmes adultes pour pouvoir justement, mais c'est vrai qu'il peut pas. Sexuellement, il est immature. Eh ben oui, voilà, il faut corriger cette immaturité sexuelle. Et la thérapie visuelle sert à ça. Les messages subliminaux aussi. Ah ben, il a mûri sexuellement. Il avait la maturité d'un enfant la maturité sexuelle d'un enfant de 6 ans.
Et là, on va dire qu'il a la maturité d'un enfant de 14, d'un adolescent. Il a mûri sexuellement encore, c'est pas encore ça. AIC, lui, ça sera autorisé à partir de 18 ans. 18 ans, c'est légal, c'est autorisé, tu peux. Même si tu as 40 ans, que tu te tapes une gamine de 18 ans, ça reste une gamine de 18 ans, mais elle est majeure. Et 15 jours, hein. Moi, j'en ai bavé, honnêtement, de voir cette vidéo en boucle et tout le reste. Oh, avec des gamines, des femmes. Oh, mais moi aussi, je crois que mon visuel... Ah ben, tu vois, ça m'a conforté moi-même dans ce que je pensais. Un enfant, ça ne se touche pas. Je suis encore plus catégorique sur le sujet. Mais à 6 ans, t'as pas de sexualité. C'est pas de la sexualité, t'es attiré par le sexe opposé, c'est normal, t'es un enfant. Mais après, t'as pas de sexualité, donc un enfant de 6 ans ne peut pas t'exciter. Si t'es excité par un enfant de 6 ans, c'est pas l'enfant de 6 ans le problème c'est toi. Voilà, quand tu fais comprendre ça à un pédophile, logiquement, il comprend, le problème c'est toi. Le problème, c'est pas l'enfant. Arrête de dire qu'un enfant de 6 ans t'excite. C'est toi qui es excité par l'enfant de 6 ans. Mais l'enfant de 6 ans n'est pas excitante. Elle cherche pas à t'attirer, à t'exciter. Ce n'est pas une femme. Elle a pas ça dans la tête. Mais avec lui, c'était plutôt facile. Mais il m'a dit, il y en a qui ne voient pas ça comme ça, des pédophiles. Et parce qu'ils sont malades mentalement. C'est une maladie mentale, la pédophilie. Mon Dieu, la pédophilie est une maladie mentale. C'est un trouble du comportement et de l'humeur, un trouble sexuel. Donc, ça devrait être reconnu comme une maladie, puisque ça se soigne, comme la schizophrénie et comme la toxicomanie. On ne peut pas excuser un acte pédophile parce qu'ils doivent savoir se contrôler. Ils doivent savoir ce qui est interdit ou pas et se contrôler, ils doivent se faire soigner. Un schizophrène est responsable de ses actes. Il n'y a que les fous qui ne sont pas responsables de leurs actes. Si tu es pas fou, mais que tu es malade, que tu as un trouble du comportement de l'humeur ou sexuel, dans tous les cas, de toute façon, tu es malade, mais ta maladie ne peut pas te donner raison de passage à l'acte. Tout pédophile, c'est qu'un enfant, ça ne se touche pas. Voilà. À un moment donné, toucher un enfant, t'es coupable d'un crime. La pédophilie est un crime qui est punissable par Dieu, n'est-ce pas, mon Dieu? Qui est punissable par toi, je le dis à haute voix, de la perpétuité en enfer. L'enfer éternel. Touche à un enfant, c'est l'enfer éternel. Ah, mais tu ressors pas des enfers. Dieu ne pardonne pas aux assassins, ne pardonne pas aux violeurs et ne pardonne pas aux pédophiles. Si tu n'as pas été capable de réfréner et de contrôler tes pulsions, tu n'es pas pardonnable. Vaut mieux encore quand tu es pédophile et que tu vas passer à l'acte, aller dans un poste de police et de dire je suis pédophile, je vais passer à l'acte, il faut que vous m'enfermez. Au moins tu mets la société en sécurité contre ta personne que plutôt de passer à l'acte. Si tu veux pas finir le restant de tes jours dans l'autre monde, enfermé dans une cellule de prison aux enfers. Non mais mon Dieu, ils n'ont pas compris que les enfers est une prison. C'est pas le paradis. Les enfers, ça n'a rien à voir, c'est une prison. Toutes les âmes qui ont commis un des 3 crimes se retrouvent là-bas. Pédophiles, assassins et violeurs, ce sont des criminels. Le reste, c'est des délinquants. Les délinquants vont au paradis ou vont au purgatoire pour purifier leurs péchés, mais ils ne vont pas en enfer. Le pédophile, le violeur et l'assassin, lui, il va. C'est pas compliqué à comprendre. Normalement, sur Terre,
La prison devrait condamner un pédophile qui est passé à l'acte, un violeur et un criminel, un meurtrier. Tout ça, c'est des criminels. Ce ne sont pas des délinquants. Normalement, c'est perpétuité incompressible, donc sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine. Dès que tu es passage à l'acte, c'est comme un chien qui a mordu. Un chien qui mord, on l'euthanasie. Ou on lui met une balle. Un humain qui mord, un humain qui viole, qui touche un enfant ou qui tue, sa place est en prison, il ne doit pas en ressortir. Puisque sa place dans l'autre monde, c'est en enfer, il ne ressortira pas des enfers. La justice des hommes va devoir se baser sur la tienne. Le pédophile, je lui ai dit, si tu passes à l'acte, tu iras en enfer. Ah, je l'ai mis en garde à mon pédophile. Je lui ai dit ce qu'il risquait. Il m'a dit, c'est bien pour ça, donc voilà, que je ne veux pas, justement, toucher un enfant. Mais parce que c'est un vrai croyant, il croit. Il croit aux enfers, il croit au paradis, il croit en toi. Il sait qu'il a un problème. Je lui ai expliqué le fond de son problème. Je lui ai expliqué que c'était en rapport aussi avec sa mère. Je lui ai tout expliqué. Il sait qu'il est malade, il est pédophile, mais ce n'est pas sa faute. Il n'a pas choisi de le devenir. C'est comme t'es homo, tu choisis pas de devenir homo. Tu nais homo ou tu n'es pas homo. Au bout d'un moment. Eh, c'est complexe l'humain, franchement. Je te dis même pas, mon Dieu, mais t'as pas pu empêcher Enki et Lilith numéro 2 de faire cette connerie, créer l'humanité. Non, t'as pas pu. Oui, je connais les créateurs. Je suis la réincarnation. Je vois que toutes les Lilith étaient têtues et bornées, et Enki l'est tout autant. Merci du cadeau, hein. Oui, je sais que moi, en tout cas, par toutes les actions que je fais, je purifie l'âme de Lilith. Tant mieux. Ah, recommence pas avec ça. Mon Dieu, non, arrête. Je sais pas si je sauve l'humanité sans m'en rendre compte, mais en tout cas, je fais mon possible pour l'améliorer. On peut pas rectifier non plus ce qu'est l'humain, mais on peut lui apprendre à se contrôler. Mais les erreurs du passé, elles sont passées. On peut plus revenir en arrière, c'est pas possible. Maintenant, il va falloir se projeter dans l'avenir. Quelle société on veut? La même société qu'aujourd'hui, ou on veut que ceux qui sont mal soient bien? Et franchement, les mots comptent énormément. Que ceux qui sont mal soient bien. Et je sais que c'est ça la clé de tout le problème. Ceux qui sont en mal soient bien. À un moment donné, voilà. Ceux qui font le mal sur cette planète sont le problème sur cette planète. Si ces personnes se contiennent de faire le mal et font le bien plutôt que font le mal, soient bien dans leur peau plutôt que d'être mal dans leur peau, soient bien dans leur tête plutôt que d'être mal dans leur tête, il y aura beaucoup moins de problèmes sur cette planète. C'est logique. Merci mon Dieu, je sais, la logique. Mais dis-moi, où est passée la lucidité, la logique sur cette planète? Mon Dieu, au secours. Je sais, c'est moi le secours. Oui, ça va. Ah non, recommence pas. C'est rien, ma lèvre, je vous ai dit. Oui, j'ai pu manger, ça va pas m'empêcher de bouffer. Ben, on va dire que je mange de l'autre côté. J'évite de mâcher sur la lèvre qui est encore gonflée. Eh ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai utilisé citron, vinaigre, argile pour faire cataplasme. J'ai utilisé aussi l'argent, le cuivre et l'or pour la cicatrisation. Et voilà.
Et en 2 jours, ouais, j'ai même un frère qui est boxeur qui m'a dit, oh putain, ta lèvre. Et il m'a dit, mais attends, ça a déjà dégonflé, cicatrisé comme ça en 2 jours, comment tu fais? Eh ben, je viens de l'énoncer. Tu désinfectes avec du citron, du vinaigre de cidre, de l'argile blanche. Tu mélanges ta préparation, tu en fais un plâtre. Tu le poses sur ta lèvre gonflée. Tu peux y rajouter aussi un petit peu de dentifrice pour que ça passe un peu plus pâteux et tout le reste. Le dentifrice en plus contient des propriétés qui permettent aussi la cicatrisation et aussi la désinfection. Et après, tu as l'argent, le cuivre et l'or qui... Alors moi, j'utilise, frère, de l'oligosol. C'est miraculeux. Moi, chaque fois que j'ai une plaie, j'utilise ça pour aider à la cicatrisation. Voilà, regarde en 2 jours. Ça a déjà croûté, ça a déjà cicatrisé. La croûte va tomber, j'aurai plus rien. Après, ça va mettre peut-être un peu plus de temps à dégonfler. Tant qu'il y aura la croûte, ça restera gonflé, je pense. Mais là, il n'y a que les poches de glace. Hein. Ça veut dire poche de glace, poche de glace, poche de glace, poche de glace, toutes les 2 heures à peu près. Tu désinfectes 3 fois par jour avec ce que je t'ai dit. Alors, c'est un cataplasme de désinfection. Hein. Ça veut dire l'argile, le dentifrice, le citron et le vinaigre de cidre vont désinfecter. En le posant en cataplasme, ça évite de mettre du coton, donc voilà. Et après, tu as juste à rincer. Et après, pour l'oligosol, tu as juste à tamponner, donc voilà, et imbiber un coton d'oligosol. Et tu le poses sur ta plaie, donc voilà, jusqu'à ce que le coton soit sec. Et tu le retires. Il y en a qui utilisent des crèmes cicatrisantes, moi non. Je trouve que l'oligosol aide très très bien à la cicatrisation sans être besoin de prendre un corticoïde ou quoi que ce soit. Voilà. Et on regarde en 2 jours. Par contre, c'est marrant, je sens rien. Par contre, j'ai un œuf. L'œuf qu'il a au crâne, moi je l'ai à la lèvre. Mais il m'a dit, je vais te faire fermer ta bouche. Il a eu raison, il m'a fait fermer ma bouche pendant 2 jours. Je lui ai dit, tu vas voir, je vais te mettre KO. Je l'ai mis KO. Il m'a dit, j'ai vu des étoiles. Il m'a dit, putain, j'ai eu la tête dans les étoiles. Pour de vrai. Mais je lui ai dit, mais c'est pas possible de voir des étoiles. Il m'a dit, j'ai vu des étoiles. Pour de vrai, j'avais vraiment des étoiles. C'est pas comme on voit dans les dessins animés ou quoi que ce soit avec la ribambelle d'étoiles qui tourne en rond. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai vu des étoiles, des mouches, ça fait des trucs bizarres. Mais mon Dieu, quand j'ai vu mon sang sur les mains, je sais pas ce que j'ai fait. A priori, je lui ai foutu un coup de boule. Oui, j'ai vu ce que je lui ai fait, mais j'ai pas eu conscience au moment. Ah, mais mon maître d'armes, il m'a dit, tu aurais fermé les poings, je serais monté sur le ring pour directement te faire descendre. Ah, il le sait, hein. Si tu me fais saigner, que je ferme les poings, que tu me vois contracter tout le corps, casse-toi en courant. Là, t'as le chétan. T'as le chétan qui sort de moi. Là, t'as l'hystérie, mais l'hystérie froide. Ah, t'as plus un être humain devant toi, t'as un démon. Mais parce que tu vois rouge. C'est ton... Je sais pas ce que ça... Je sais pas comment l'expliquer. Mon Dieu, comment expliquer qu'on voit rouge? Quand tu dis je vois rouge, j'ai vu mon sang, j'ai vu rouge. J'ai pas la conscience de ce qui s'est passé par la suite. C'est comme si mon cerveau avait déconnecté complètement. Et la réaction première que j'ai eue, ça n'a pas été de fermer les poings et de lui sauter dessus, à le démonter la gueule. C'est action-réaction, j'ai vu mon sang, coup de boule. Il a rien eu le temps de voir, c'est parti tout seul. Et on va dire que quand il est tombé par terre, ben moi je me revois sur la vidéo, je regarde mes mains. Je suis restée bloquée sur le sang. C'est vrai que chaque fois que je me suis battue et que j'ai du sang comme ça, je deviens mais surhumaine.
je déconnecte complètement. Eh ben, j'imagine que là, c'est le passage en mode tueur. T'as plus rien à l'esprit, tu vois rouge. Ça fait flipper parce que tu t'en souviens pas. Mon Dieu, je me souviens pas d'avoir foutu ce coup de boule. J'en ai le souvenir là parce que je me suis vue sur la vidéo. Mais moi, sur le ring, à l'instant où j'ai fait ça, j'ai aucune conscience de cet instant-là. La dernière chose que je me souvienne, le sang sur mes mains. C'est la seule chose que je me souviens. Je me souviens pas d'être descendue du ring, je me souviens pas... Quand j'ai retrouvé mes esprits, dans les vestiaires. Quand il a claqué des doigts devant moi en me disant oh ma soeur, il m'a appelé Lilith pour me faire revenir sur terre. On m'appelait Audrey, je répondais pas. Ah mais ça fait flipper. On va dire pendant 10-15 bonnes minutes, aucun souvenir. Ah, ça, c'est voie rouge. Mais comment ça se fait? C'est quoi? C'est la vue de mon sang qui a fait déconnecter mon... Je sais pas comment dire ça, puisque c'est ça que j'ai l'impression. C'est comme si mon esprit n'était plus là pendant 15 minutes. Et sur la vidéo, je le vois en plus. Attends, je vois... Attends. On est en train de se battre. Il me met un coup, je pars mal, j'ai vu ma garde était trop haute, du coup son poing atterrit sur ma lèvre. J'ai pas mal, je sens rien. Mais j'essuie ma lèvre et là je vois du sang sur mes mains et ça pisse le sang quand même la lèvre. Hein. Mon maître d'armes, il me fait revenir, il m'appelle, je l'entends m'appeler. Coup de boule et il est tombé KO. La vidéo, mon Dieu, pour moi, c'est pas moi. Si, quand j'ai pris le coup, que je vois, que je m'essuie et que je vois mon sang sur mes mains, mon Dieu, ça, je me vois, je me revois à ce moment-là. Après, plus rien. Vide cérébrale. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Ah, mais le vide sidéral complet. Le cerveau qui est plus là. Et pourtant, je me vois sur la vidéo lui mettre le coup de boule. Je le vois lui tomber en arrière. Mais, paf, tu t'entends le bruit quand il tombe. Il a fait coup de boule, paf, il est parti à l'envers. Il est tombé à l'envers. Sur le ring, tu l'entends tomber sur le ring. Mais moi, tu me vois rester là devant, lui par terre allongé devant moi, moi debout, en train de regarder mes lèvres, me tourner, sortir du ring, passer devant mon maître d'armes, et je reste, et là il éteint la vidéo. Et là il m'a dit, t'es resté debout, t'étais les yeux dans le vague, tu répondais plus, t'étais plus là. Il m'a dit, c'est la première fois que il m'a jamais... Mais parce que j'ai jamais pissé de sang. Je lui avais dit que j'avais déjà eu des coups de sang. Et ça marche pas qu'avec le mien. La petite de 6 ou 7 ans que son père avait frappé à coups de poing, qu'elle pissait le sang, la petite, la vue du sang sur la petite... Je te l'ai attrapé, je te l'ai levé, je te lui ai mis un coup de boule, je te l'ai jeté dans la poubelle. Le mec, il devait faire au moins 100 kilos. Là, il en fait 90. J'en fais 54 à la pesée. Moi, je suis contente. Pour une fois, c'est déclaré. Je fais bien 54 kilos à la pesée.
Eh, 50 kilos, 54 kilos, je te tombe un mec de 90 kilos sans forcer. Un coup de boule. Alors, bizarrement, j'ai pas mal à la lèvre, mais j'ai eu quand même un peu mal à la tête pendant 2 jours. Hein. Le coup de boule, j'ai peut-être pas un œuf, j'ai rien. Il y a rien sur mon front qui peut permettre de dire que j'ai foutu un coup de boule. Mais par contre, j'avais mal au crâne. Ben, on va dire que c'est plutôt lui qui a pris l'impact et qui a pris l'œuf, voilà. A priori, le receveur, en général, risque plus que le donneur, j'imagine. C'est pas bien, mon Dieu, je suis violente. Ouais, c'est vrai, pas tant que ça, je lui ai mis qu'un coup de boule. Ah ouais, il y en a qui prennent des coups de sang et carrément, ils deviennent meurtriers. Non, a priori, non, moi je me vois sur la vidéo, non, j'ai rien de meurtrière, hein. Dangereuse, vu qu'un coup de boule, je l'ai mis KO, mais je lui ai pas sauté dessus, à coup de poing, à vouloir le démonter la tronche. Non, j'ai pas cette violence-là, hein. Mais bon, d'un côté, un coup de boule comme je lui ai mis, vaut mieux pas en donner à n'importe qui tous les jours, hein. J'ai la tête dure, moi, a priori. Il m'a dit, c'est pas une tête que t'as, c'est un boulet. Il m'a dit, t'as un boulet de canon à la place du crâne. Ben moi, je m'inquiète un peu pour lui parce qu'il a les oreilles qui bourdonnent. Donc, a priori, le coup de boule, il a été... C'est parti tout seul. Normalement, en cas de blessure, on n'est pas censé sonner la cloche pour arrêter le combat, pour faire des points ou quoi que ce soit. Ah, voilà. Ben moi, ils en ont pas eu le temps. J'ai vu mes mains, action, réaction, c'est parti tout seul. Personne s'y attendait. Mais moi, j'ai pas le souvenir. Mon Dieu, j'ai pas le souvenir. Ça fait flipper, oui, ça me fait peur. J'ai pas le souvenir. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai vu mon sang, j'ai déconnecté complet. Et ça fait peur. Je savais pas que l'esprit pouvait déconnecter comme ça. Oui, mais quand ça t'arrive, quand t'es adolescente, t'as pas la même notion des choses. Et comme quoi, on peut se contrôler même. Et voilà, t'as raison. J'entendais plus rien, j'entendais plus personne. J'étais plus là. C'est compliqué à dire, mon Dieu. Je sais, c'est compliqué à dire. J'étais plus là. Je sais pas comment l'expliquer. Tu me dis comment ça, t'étais plus là. C'est comme si mon cerveau s'était mis sur arrêt, sur pause. Ah, tu comprends mieux. Mais pourtant, si je me blesse, que je me coupe, je vois mon sang, j'ai pas cette réaction. Oui, j'en ai parlé à un de mes boxeurs. Il m'a dit, c'est normal, t'inquiète pas, ça m'est arrivé aussi. Je lui ai dit, mais t'as peur du sang normalement? T'as des problèmes quand tu vois ton sang? Il me dit, non, non. Non, mais dans un combat, quand t'as un coup de sang, c'est quelque chose qui peut arriver. Tu peux ne pas avoir de problème avec la vue du sang. Et lors d'un combat, quand tu vois ton propre sang, avoir ton cerveau qui pète comme ça. Il m'a dit, c'est déjà arrivé à beaucoup de boxeurs. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Mais parce que moi, je suis pas normale. Alors, le normal, chez la réincarnation de Lilith, je suis désolée, je sais pas où est le très normal, hein. Oui, ben j'ai peur par rapport à mon âme. Qu'est-ce que ça peut faire sur mon âme? Non, je l'ai pas passé à tabac. Non, j'ai pas été cruelle, ni plus violente que ça.
Donc ça va. Ben oui, je m'inquiète. N'oublie pas qu'une tâche sur mon âme, c'est la mission, la seconde mission qui risque d'être un échec après. Ah, tu penses que c'est... Mais mon Dieu, j'ai pas deux âmes différentes, j'en ai qu'une. Lilith et Audrey sont qu'une seule et même personne. Audrey, on va dire que c'est plutôt le corps et Lilith plutôt l'esprit, mais c'est les deux font partie que d'une seule. Moi, sur ma carte d'identité, c'est Audrey. C'est pas Lilith. Je suis certes la réincarnation de Lilith, mais je suis pas Lilith. Je suis ni la première ni la deuxième. C'est vrai. Pourquoi chaque fois j'ai peur de ressembler à la seconde? Et je sais, c'est la première démon de l'histoire. Et c'est à cause d'elle que je suis réincarnée. Merci du cadeau. Mais parce qu'elle était cruelle. Elle était tout ce que je suis pas. Et quand t'as des pertes comme ça, je sais même pas si c'est une perte de connaissance. Je sais. Non, j'ai pas perdu connaissance puisque j'étais toujours debout. J'étais toujours pas très connectée, mais bon. Oui, je sais, ça fait 2 jours que je me torture avec ça. J'essaye de comprendre. C'est même pas comprendre pourquoi j'ai pris un coup. C'est simple à comprendre. Ma garde. Voilà. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette déconnexion après avoir eu la lèvre explosée et vu mon sang sur les mains. Mais comment on peut expliquer un coup de sang? Ça s'explique pas. D'accord. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir la vue du sang pour avoir un coup de sang. T'as raison. Même, c'est bon. T'as pas besoin de t'inquiéter. Même en coup de sang, tu te contrôles. C'est vrai. Un coup de boule, alors que j'aurais pu être autre chose, hein. Vu que j'ai vu rouge, ça aurait pu être plus qu'un coup de boule. Oui. Ah, c'est pour ça que tu me dis que même, d'accord. Je suis modérée. Ah, mais le coup de boule, il a été magistral quand même. Il m'avait fermé ma bouche pendant 2 jours. C'est vrai. Et on a tenu tous les deux notre engagement. Avant de monter sur le ring, on se chambrait. Il me disait, je vais te faire fermer ta bouche. Je lui ai dit, je vais te faire un KO. Je lui ai fait faire un KO. Il m'a fait fermer ma bouche. On a tenu nos engagements l'un envers l'autre. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit, mais il n'y a que toi pour prendre une situation comme ça. Et tu veux pas en pleurer non plus. Il a un œuf énorme sur le front, j'ai un œuf énorme sur la lèvre. On est quitte. À charge de revanche. Au prochain face à face. Cette fois-ci, moi comme lui, on apprendra peut-être à se taire. On s'est cherché, on s'est trouvé. Merci mon Dieu, t'as raison. Mais moi je reconnais. Tu veux que je te dise quoi? J'ai pas pu parler pendant 2 jours tellement que c'était gonflé. Il m'a fait fermer ma bouche, mais moi je lui ai dit que j'allais le mettre KO. C'est qui a gagné? Ben moi, par KO. Entre lui KO au sol et moi debout, qui veux-tu qui gagne? Non mais moi j'ai voulu le faire à la loyale, j'ai déclaré le match nul.
Je lui ai dit, ni toi ni moi, on a gagné. Moi, j'ai la lèvre éclatée, toi, t'as le front éclaté. Au final, toi, t'as fait un KO et moi, j'ai mon cerveau qui s'est envolé dès que j'ai vu mon sang. Il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant si on regarde. Il m'a dit, c'est dangereux de combattre face à toi. En plus, il me dit sur un ring, mais qu'est-ce que tu fatigues? Eh ben oui, je vais chercher à te fatiguer au max. Il m'a dit, t'es épuisante. J'en ai combattu des gens. Et beaucoup plus costaud que toi, hein. Je combats des mecs, il m'a dit. Hein. Mais c'est vrai qu'une meuf comme toi, ça paraît pas grand-chose, mais ne l'affronte pas. Ah, je lui ai dit dans un combat de rue, toi face à moi, tu tentes? Il me dit, ah non, pas du tout. Il me dit, si tu vois rouge, vaut mieux éviter. Ah, mais mon maître d'armes, il est resté choqué. C'est la première fois qu'il me voit mettre un KO à quelqu'un comme ça par un coup de boule. Il m'a jamais vu dans cet état. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai pris un coup, hein. Je sais, il m'a dit. Et je lui dis ça avec la lèvre qui était en train de gonfler, le sang qui coulait. Il faisait que de me dire, tu veux un antidouleur, tu veux quelque chose. Je lui ai dit, mais j'ai pas mal. J'avais la lèvre énorme, mais j'avais pas mal. J'appuyais dessus, j'éclatais de rire. Je sais, mon Dieu, je suis un cas. Mais je suis un cas à part, hein. Faites ce que je vous dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais. Ah bah oui, hein. Oui, en tout cas, j'ai bien compris la leçon. Protège-toi. Positionne correctement ta garde. La leçon retirée, c'est ça, la sécurité d'abord. Et je pensais à la mission à reprendre et je pense que j'étais pas totalement là au départ. À la fin, j'y étais plus du tout. Mais ça revient, ce souvenir. Oui, ce souvenir manqué, il revient grâce à la vidéo, mais... Mais comment ça se fait que mon cerveau s'est mis... Peut-être instinct de protection? Mais on m'a dit avant de foutre le coup de boule, t'as tout ton visage qui a changé, tes yeux aussi. On aurait dit un diable, un chétan, tout ton visage était en train de se transformer. T'as poussé un cri, coup de boule, et hop, il est tombé. Je m'entends crier sur la vidéo. Oh! Il m'a dit, celle-là, je la garde. Je lui ai dit non. Parce que je lui fais tout effacer au fur et à mesure. Et celle-là, il veut pas l'effacer. Il m'a dit, je la garde. C'est pour moi, c'est dans mes annales. Et parce que lui ne s'explique pas non plus ce qui s'est passé. Même sur la vidéo, on voit qu'il y a un truc qui a pété. On voit un truc qui se passe. On comprend pas tout sur la vidéo non plus. Ben, on me voit combattre, on me voit prendre le coup, on me voit essuyer ma lèvre, on me voit regarder mes mains. Là, il y a un blanc total. Moi, a priori, je suis en train de voir rouge, je suis en train de péter cérébralement, sans que ça se voie extérieurement. D'un coup, je me mets à crier, et coup de boule. Et on le voit tomber en arrière. Et je m'en souviens pas de ce passage-là.
Je m'en souviens grâce à la vidéo, mais je m'en souviens pas. J'ai pas c'est pas dans mon esprit. Ah non, mais heureusement qu'il y avait la vidéo, sinon j'y croirais pas. Puisque 15 minutes après, quand je suis revenue à peu près à moi, j'ai demandé qui avait gagné. Donc ça veut dire, je sais même pas comment je suis descendue du ring. Pourtant, je me vois descendre moi-même du ring sur la vidéo. J'ai flippé, hein. Ah ben, je comprends que le cerveau, l'âme fait des choses des fois, on comprend pas toujours. Alors là, c'est vrai que je comprends pas trop ce qui m'est arrivé. On me dit que c'est normal, que ça arrive à beaucoup de professionnels dans les arts martiaux. Donc voilà, quand il reçoit un coup et de saigner, donc voilà, l'esprit peut dérailler, ça peut arriver. Ouais, mais attends, si chaque fois qu'on me fait saigner et j'ai des coups de sang comme ça, il n'y a plus personne qui va vouloir combattre avec moi. Ils sont déjà en train de m'appeler la tueuse. J'ai Narcisse qui m'a dit, oh putain, heureusement que tu t'entraînes et que tu te bats pas contre moi. Non, mais non. Mais après, j'en fais pas mon métier, c'est même pas une passion, c'est pour voir le niveau dans toutes les aptitudes que j'ai acquis. Le MMA sert à ça, mais c'est vrai qu'après... Mais de toute façon, j'aurais pu avoir une compétition avec du Krav Maga et me blesser de la même manière, hein. Tu pratiques des sports de combat. Prendre un coup, c'est logique dans un combat. Même le meilleur boxeur du monde prendra toujours au moins 1 ou 2 coups dans un combat, c'est obligé. Les coups sont donnés des deux côtés. Sauf que là, il y a un coup qui m'a fait saigner et moi j'ai vrillé, j'ai mis un KO instantané. C'est vrai que j'ai la tête dure. Oh, mais mon maître d'armes le savait déjà que j'avais la tête dure. Quand on s'est baissé ensemble pour ramasser les clés du temple et qu'on s'est relevé en même temps. Lui a eu un mal de crâne pas possible, moi j'avais rien du tout, j'ai rien senti. Il m'a dit putain t'as la tête dure. Oh mais t'as la tête c'est du béton. Mais non on m'a sorti un boulet de canon. Ah j'ai la tête dure. Avant de me péter le crâne il va en falloir moi hein, parce que... Ah c'est vrai que je me suis cassé que le petit doigt au basket. Double fracture du petit doigt, c'est tout. Aucune autre fracture ailleurs. Donc a priori, même si je suis pas grosse, j'ai des os très solides. Vive le lait. Vive les laitages. On te dit que les laitages, soi-disant, ça te donne pas de calcium. Ouais. C'est mon alimentation première. Fromage, laitage, lait. Je me suis cassé que le petit doigt dans toute une vie. Et au sport. C'est vrai, t'as raison, mon Dieu, même ces jours-là. Je te rappelle l'histoire. Je jouais au basket. Mauvaise réception avec le ballon. Mon doigt qui s'est retourné de l'autre côté. Je regarde mon dos en rigolant parce qu'il est inversé. Je le prends et je le remets dans l'autre sens.
J'ai toujours été comme ça, en fait. Ah ben, je suis pas douillette, oui. Putain, c'est vrai, j'avais quel âge? J'avais 14, 15, 14, 15 ans. Eh, ce qui te tue pas te rend plus fort. C'est confirmé. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre en interne à 3-4 personnes. 2 du gouvernement et 2 d'un autre gouvernement d'un autre pays. Oh, j'en ai au moins pour 2 heures là. Non, je fais plus en externe, je fais tout en interne. Ça crée moins de dégâts, j'ai remarqué. Ben, j'ai remarqué que mes paroles est portées très loin des fois. Et que du coup, ça poussait, exemple, des pushs, ça poussait des passages à l'acte. Donc voilà, que de le faire en interne, il y en a moins. En circuit court au lieu de circuit long. De toute façon, les ordres, je les ai transmets en interne. Ils sont transmis, hein. J'ai pas besoin de le faire moi en externe. Je vais direct aux sources, directement aux personnes concernées maintenant. J'en ai marre de me répéter en public en permanence. Donc la plupart du temps, c'est en interne. Voilà. J'ai utilisé cette technique pendant plusieurs semaines. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai pas besoin de tout dire à vive voix. Ah, mais moi, les ordres sont transmis en interne et les rappels sont faits en interne. Et ça évite les polémiques. Je commence à en avoir marre de ces polémiques en permanence. Ça fait pas avancer les sujets et ça règle pas les problèmes. En interne, au moins, il y a... Macron, depuis que je le contacte plus, depuis que je lui transmets plus les ordres en externe, mais que je le fais en interne, il y a beaucoup moins de problèmes. Gabriel Attal, j'ai tout fait en interne, regarde. La perfection. S'il continue comme ça, c'est la perfection. Eh, c'est le mien, ça. Je te ferai signaler que Macron m'aurait écouté, Pape Ndiaye n'aurait jamais existé, et depuis le temps, il aurait déjà, mon Gabriel Attal, remis de l'ordre depuis un moment. La première fois, je lui ai dit de le choisir, il n'a pas écouté. La deuxième fois, il a écouté, regarde le résultat. Voilà, enfin. Et là, tu peux... Eh, mon Dieu, ils peuvent interroger les sondages, la Macronie. Le seul ministre que les Français croient le plus en sa capacité de résoudre les problèmes dans son ministère, c'est bien Gabriel Attal à l'heure actuelle. Ni Darmanin, ni Bruno Le Maire, ni les autres. Le seul pour l'instant qui redonne confiance au peuple sur la possibilité de remettre de l'ordre, c'est mon Attal. Mais parce que j'ai délégué les ordres et que je l'ai laissé s'en occuper. Ma prise Captelno, pareil, elle a reçu les ordres, elle s'en occupe. Mon ministre des Outre-mer aussi. Et les projets qu'ils vont me proposer, c'est ce que les Outre-mer attendent, c'est ce que la jeunesse attend et c'est ce que l'école attend. Voilà, moi, mes 3 ministères, ils sont très bien gérés. Les ordres sont transmis, à eux de s'en occuper. Donc voilà, moi, j'ai délégué. Et ça fonctionne très bien. Non mais attends, tu sais que toute la journée, je reçois... C'est toi qui as dit ça à Gabriel Attal? C'est toi, c'est toi? Non, mais Gabriel Attal, c'est très bien ce qu'il a à faire. Je lui dis rien du tout. J'ai donné tous les ordres et je lui ai dit, mais non, c'est à toi de t'en charger. Il m'a dit, mais pas lui directement, mon messager, celui qui fait l'intermédiaire. Il m'a dit, ok, il a reçu tous les ordres, il s'en occupe, ne t'en occupe plus. Je m'en occupe plus. J'ai plus besoin de lui dire quoi que ce soit, il connaît le programme, il va l'appliquer. Voilà. Si tous les ministres feraient ça, il n'y aurait plus de problème dans les ministères. C'est tout simple, hein? Comme le ministre de l'économie. Bruno Le Maire cherche à faire des économies sur les plus démunis, mais les exilés fiscaux, quand est-ce qu'on les force à se remettre fiscalement en France?
Comment on peut accepter que ces gens s'enrichissent sur le dos des Français et aillent placer leur argent en Suisse ou dans d'autres pays, donc voilà, pour pas payer d'impôts en France quand tous les autres payent des impôts. Les exilés fiscaux, ça doit être terminé. C'est comme les fraudes sociales. Fraude sociale et exilés fiscaux, ça doit être terminé. Faut maintenant demander aux sociétés du CAC 40 de payer les impôts qu'ils doivent payer, aux multimilliardaires de payer les impôts qu'ils doivent payer, et à tous ceux qui se sont exilés fiscalement de payer leurs impôts tout de même en France. Tu as le droit de t'exiler, mais plus fiscalement. Tu t'enrichis sur l'argent des Français et tu vas placer ton argent dans un autre pays pour ne pas avoir à payer d'impôts. Ça doit être terminé. Si on s'attaque aux plus démunis qui touchent l'AH, qui touchent le RSA, qui touchent les retraites, si on s'attaque aux plus démunis, alors que c'est ceux qui sont dans les situations les plus précaires, on doit s'en prendre aussi aux plus riches et aux stars qui s'exilent à l'étranger. Et regarde au final, depuis qu'ils ont fait la chasse aux fraudes sociales, combien d'argent ils ont récupéré. Font la même chose du côté des riches et récupèrent tout autant. Les caisses de l'État, ils les remplissent. Exilés fiscaux, c'est terminé. Et les sociétés de la mondialisation vont devoir payer à la France ce qu'ils doivent payer à la France. Le laxisme, c'est terminé. Des deux côtés, riches comme pauvres, on n'abuse plus. L'abus est interdit, c'est terminé. Darmanin sur l'immigration. Immigration choisie, immigration contrôlée, immigration... Zéro pour tout ce qui est clandestinité, choisi pour le droit d'asile et contrôlé sur des quotas pour les titres de séjour et les visas. Il met ça en place, c'est géré, c'est contrôlé. Moi, j'ai transmis les ordres comparé à Gabriel Attal, qui sait s'imposer, qui sait prendre des décisions, qui sait, donc voilà, exposer un projet et montrer une direction à suivre. Darmanin n'en est pas capable. Il n'est pas capable de dire... Je fais la proposition d'une immigration zéro pour tout ce qui est immigration illégale. L'immigration choisie pour le droit d'asile, on va choisir quels pays sont bénéficiaires du droit d'asile et ceux qui en sont pas bénéficiaires ne pourront pas en bénéficier. Et ceux qui ne pourront pas en bénéficier parce que leur pays n'est pas bénéficiaire du droit d'asile chez nous, devra faire une demande de visa ou de titre de séjour qui seront sous quota et par pays. Tu proposes ça aux Français, les Français valident. Il y aura toujours une minorité qui sera contre, mais c'est la majorité qui compte, pas la minorité. Les minorités s'écrasent, ils sont minoritaires. C'est ça la démocratie, la majorité l'emporte, les minorités s'écrasent. Va falloir commencer à remettre de l'ordre. Si les profs à la majorité sont pour l'interdiction de l'abaya, eh ben, ça veut dire que Gabriel Attal a fait ce qu'il fallait. Si les Français sont pour l'interdiction de l'abaya à l'école, ça veut dire aussi, s'il y a une minorité qui est pour que l'abaya soit autorisée, la minorité reste toujours qu'une minorité, elle s'écrase, mon Dieu. C'est pas compliqué. Donc là, Darmanin va devoir satisfaire la majorité et non pas la minorité. Il s'en bat les couilles de la minorité. On n'a même pas à les entendre, elle est minoritaire. Et c'est ça le problème. On veut donner de l'importance aux minorités, elles n'en ont aucune, elles sont mineures. La majorité l'emporte. Voilà, à un moment donné, c'est clair. On ne peut pas voter une voix à la minorité. On la vote toujours une loi. Il faut la majorité qui l'emporte. Sur la majorité qui l'emporte, il y a toujours une minorité qui s'oppose. Est-ce qu'elle gagne, la minorité? Non, elle est minoritaire. La majorité l'emporte. Eh bien, c'est la même chose dans la société. C'est pas parce qu'une poignée d'islamo-gauchistes est pour l'abaya à l'école que la majorité est pour. Si la majorité est contre, l'abaya est interdit à l'école. Un point, c'est tout. Et c'est pas la minorité qui doit faire le plus de bruit, c'est justement la majorité qui doit faire le plus de bruit en disant aux minorités de se taire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on remet de l'ordre dans une société. Darmanin, écoute, parce que toi, c'est Macron qui doit te donner les ordres là. Tu t'appelles pas Gabriel Attal, tu t'appelles pas Patrice Katemno, t'es pas un demi-ministère, et regarde, je m'occupe encore de toi, parce que Macron est incapable de te donner les bons ordres.
Les Français attendent cette proposition-là sur l'immigration. Zéro, choisi et contrôlé. Ils veulent une triqueta, ils veulent le plan global, le plan total. Et tu verras que la majorité sera sur ces propositions-là.